Madame la ministre, c'est vrai qu'au fil de nos travaux avec ma collègue Nicole Bonnefoy dans cette mission, il est apparu clair que le développement du fret fluvial et ferroviaire et du transport combiné est une condition essentielle de la décarbonation du transport de marchandises. Alors que le projet de loi climat et résilience n'aborde pas du tout cet enjeu, il semble que le gouvernement doit montrer l'exemple et donner des signaux de soutien clairs pour ces modes massifiés. Et parmi les leviers qui sont à notre disposition, la mission a notamment identifié celui de la commande publique. Quel serait votre regard sur l'introduction du recours au mode massifié comme critère d'attribution de marchés publics, lorsque, évidemment, cela sera pertinent? Par ailleurs, le gouvernement affiche une volonté de développement des motorisations électriques. Or, cette transition nécessite des investissements très importants dans le réseau de recharge de véhicules, et c'est l'objet notamment du plan 100 000 bornes annoncé par le gouvernement en octobre dernier, qui vise le déploiement de 100 000 bornes de recharge d'ici 2021 en France. Alors, 6 mois après, quel est l'état d'avancement de ce plan ? Le transport de marchandises est bien sûr contraint par des besoins particuliers en matière de recharge, puisqu'on va augmenter le nombre de camions électriques, qu'il s'agisse de la livraison urbaine ou des trajets de longue distance. Comment assurez-vous la cohérence du déploiement de ce réseau de recharge avec les besoins des acteurs du transport de marchandises? Et ne pensez-vous pas qu'il faille décliner un plan spécifique de réseau de recharge pour le transport de marchandises? Ça, c'était ma deuxième question. Et puis, je voudrais rebondir sur la question qu'a posée tout à l'heure mon excellent collègue Philippe Tabarot pour le problème de la transition énergétique. Moi, je m'interroge, Madame la ministre, et je m'inquiète même, comment les familles modestes, les familles précaires bien sûr, mais les familles modestes, vont pouvoir à la fois assumer le fait de changer leur chaudière en 2030, leur chaudière fioul ou autre, leur voiture diesel ou voiture moteur thermique, et en même temps réaliser l'isolation thermique ou la rénovation de leur maison. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous donner des éléments financiers pour aider ces familles et comment vont faire ces familles modestes. Merci de votre réponse. Madame la ministre, je vous propose de répondre, et puis, parce qu'on a encore après 10 demandes de parole. Je reviens au départ, merci. Monsieur le Président. Alors, sur les questions du sénateur Bigot, donc bon, il me dit qu'il faut qu'on applique de manière volontariste la loi sur la rénovation des logements. Je suis totalement d'accord, donc je ne vais pas en rajouter. Sur la publicité, alors vous dites que ce qui est fait est timide, et j'ai une autre question qui a été posée un peu plus tard et qui me dit quand même, Michel Laugier qui me disait c'est un peu trop réglementé. Donc vous voyez, c'est typiquement en fait ce dans quoi on tombe sur beaucoup d'articles de cette loi, c'est-à-dire qu'il y a une question d'équilibre à trouver. Il y a eu des améliorations dans le texte de loi pour rendre cette notion l'outil publicité pour la transition climatique plus exigeant. Déjà, on a introduit l'interdiction du greenwashing en le définissant comme une pratique commerciale trompeuse. L'éco-blanchiment, pour ceux qui préfèrent parler en bon français, ils ont bien raison. Et puis, nous avons mis en place, suite à la mission qui a été menée, des obligations d'engagement des différents metteurs sur, excusez-moi, c'est la fatigue, des différentes filières, et puis aussi des producteurs, des médias, pardon. Il faut bien voir que les engagements qui ont commencé à être pris ne sont pas négligeables. Je vous donne un exemple. L'industrie agroalimentaire qui